Ça, c'est important. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir encore une fois, Jérémy, hein. Je vais te le dire une deuxième fois, bonsoir. Une Je te dis deuxième là. fois, oui. Voilà. Donc, ce soir, nous allons vraiment, d'abord, je suis très content de t'accueillir. Moi aussi. C'est notre premier webinaire ensemble sur une thématique vraiment très intéressante et très d'actualité d'ailleurs. Très d'actualité dans le monde de l'entreprise, mais pas que. On va bien comprendre que tout le monde est intéressé par la thématique de ce soir. On va la détailler. Et surtout dans un monde aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus incertain et de plus en plus vulnérable. On l'appelle le monde VUCA. Et donc, c'est un Mhm. monde qui nous presse. Et donc, qui dit pression dit stress. Qui dit stress dit impact sur la performance. Et qui dit impact sur la performance dit aussi impact sur la productivité. Et donc, justement, ce soir, on va parler, mes amis, de la productivité avec un expert dans le domaine, Jérémy Coran. Il va se présenter dans un petit moment. Alors, Jérémy, moi, ce que j'apprécie dans ta démarche par rapport à la productivité, c'est que tu as une vision, comment dire, 360 degrés, je dirais une vision holistique de la chose, Mhm. parce que tu traites la problématique de la productivité dans un aspect multidimensionnel, hein. Le côté cognitif, émotionnel, tu vas traiter aussi le côté nutritionnel, tu vas l'optimisation du sommeil, tu vas traiter aussi le côté énergétique, le côté même physique, corporel. Donc, tu as Mhm. vraiment une vision globale de la productivité, chose qu'on ne va pas trouver forcément ailleurs. Donc, quand je dis ailleurs, c'est-à-dire tous les programmes aujourd'hui qui parlent de cette thématique qui est la productivité, on en voit pas mal de coachs, de formateurs qui traitent du sujet. J'en fais partie d'ailleurs. Et toi, ce que j'apprécie un petit peu de ton côté, un petit peu de ton approche, c'est justement ce côté un peu multidimension et surtout appuyé par les neurosciences. Je sais que tu es vraiment passionné par le Mhm. sujet des neurosciences, tu es passionné aussi par le sport, je sais que tu es passionné aussi par la thématique de la productivité, tu fais ton cheval de bataille, c'est ton expertise. Maintenant, je sais aussi que Jérémy et toi, tu as développé aussi des choses très intéressantes dans ce domaine-là. Tu as pas mal de programmes dans ce domaine. Et tu as aussi le podcast Neuroperformer, je pense, hein, c'est bien ça, C'est je ne me ça. trompe pas, c'est Neuroperformer que tu mets dedans vraiment des choses très, très intéressantes pour les gens qui ne le connaissent pas. Je vous invite vivement à le regarder, à l'entendre. C'est des choses très intéressantes que tu nous donnes dans ce podcast. Et tu es l'auteur aussi, comme je viens de le dire, de plusieurs programmes toujours dans cet aspect productivité et tu vas traiter en profondeur chaque dimension de la productivité. C'est ça qui fait que on a des choses vraiment très intéressantes et bien sûr appuyées par les recherches et les neurosciences dans lesquelles tu navigues depuis maintenant quelques années. Ce que j'apprécie encore chez toi, Jérémy, par rapport à tes travaux, par rapport à tes recherches, c'est que tu mâches un petit peu le travail qui est assez complexe. Le fait d'aller chercher des choses très intéressantes, des découvertes dans les neurosciences et les rendre, comment dire, sous forme de programmes actionnables, pratico-pratiques, c'est ça que je trouve vraiment aussi intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Et quand tu rends le côté neuroscientifique actionnable, c'est bien évidemment quelque chose qui va donner des résultats et c'est ça qui est aussi intéressant dans tes programmes. Donc, je ne vais pas en dire plus. Par contre, je vais me taire un petit peu. Je vais juste te laisser, Jérémy, te présenter et de Mhm. nous dire qui tu es, d'où tu viens, ton Alors, parcours, rapidement, s'il te plaît. que dire après tout ça? C'est compliqué. Alors, d'où je viens, de mon côté, je suis issu d'un cursus en ressources humaines pour commencer. J'ai un master de ressources humaines, j'ai été responsable recrutement durant 10 ans. J'ai commencé avec une gestion d'une dizaine d'agences de travail temporaire à mes 24 ans. Et j'ai quitté le monde du salariat, du coup, pour me lancer dans ma passion, comme tu l'as dit, à savoir la productivité. Mais pas la productivité classique, comme tu l'as très bien dit effectivement à plusieurs reprises, plus une approche holistique, d'où le nom de mon entreprise qui s'appelle l'Académie Holistique, justement. Mm. Et en fait, j'ai été amené à créer ce concept-là et cette approche scientifique de la productivité, un peu en opposition à tous les dogmes qu'on peut voir actuellement, où en fait, d'après ce qu'on comprend de la productivité aujourd'hui, seuls les outils prévalent sur le reste, en fait. Dès lors qu'on a un bon système, dès lors qu'on a un bon outil, comme par miracle,
tout se passe bien. Comme par miracle, tout fonctionne. Et on arrive dans un monde où des formateurs redoublent d'ingéniosité pour créer des nouveaux outils dans tous les sens, pour nous faire acheter leurs outils, pour nous faire un peu miroiter des fonctionnalités comment dire, merveilleuses selon eux, sans jamais revenir à la base de la base, savoir le corps humain et le cerveau humain. Parce qu'au final, vous avez beau être aussi productif, aussi organisé, aussi compétent que vous le souhaitez, si votre cerveau fonctionne mal et si votre corps est constamment fatigué, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, malheureusement, vous ne pourrez jamais être à 100%. Souvent, je prends l'image de la voiture par rapport à ça. En fait, vous allez beau avoir une belle Ferrari, autrement dit des belles compétences, des très belles qualités, un très grand potentiel, mais si au final vous hébergez dans la Ferrari un moteur de Twingo, autrement dit un cerveau qui lui tourne au ralenti, vous ne dépasserez jamais une Twingo. Et c'est en ça effectivement que je veux un peu combler ce trou qu'il manque, cette approche qui selon moi manque en francophonie et même également au niveau anglophone qu'on voit très peu, à savoir réellement cette vision globale de comment optimiser son sommeil, sa nutrition et ses compétences cognitives pour être plus productif de façon générale. Et c'est en ça, effectivement, comme a très bien dit Oussama, que je passe ma vie littéralement à éplucher des études complètement illisibles, avec un jargon terrible, souvent en anglais, pour extraire un peu les éléments actionnables de ces études, pour les rendre concrètement applicables aux personnes qui me suivent et pour les rendre plus productifs de façon générale. Excellent, Et sinon, à excellent. part ça, j'ai 2 enfants, j'ai une compagne, ouais, je fais beaucoup de sport, voilà, beaucoup de choses à savoir sur moi, mais bon, ce n'est pas le sujet ici. Et Super, Oussama, super. Alors, Oussama m'a dit du coup en amont, ce soir c'est freestyle, on échange, on est un peu en mode ah table ouais, ronde, ouais, lui et moi. ouais. Donc j'ai rien de préparé à l'avance, on va essayer d'y aller tranquillement ensemble. Et justement, si des sujets vous intéressent par rapport à la productivité, n'hésitez pas à nous les dire, à les remonter dans le chat. Ok, Ça peut être super. par rapport à l'énergie, la nutrition, le sommeil, l'organisation, etc. Il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent être abordées ce soir. C'est plus vous qui allez potentiellement mener un peu l'échange qu'on va avoir avec Oussama via vos réflexions, via vos questions. Très bien, très bien. Bah écoute, Jérémy, c'est parfait. Donc, bon, là, on va quand même avancer par rapport à cette notion de productivité. Bien évidemment, moi, je regarderai de temps en temps le chat. Éventuellement, si le temps nous le permet, on va peut-être éventuellement ouvrir les micros à la fin de ce Oui, bien webinaire sûr. pour prendre quelques questions. Bon, l'idée, c'est de ne pas trop rester dans la masterclass. On va éviter de dépasser les 1h30. Donc là, on va avancer. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Oussama Senaji. Donc, je suis le fondateur du cabinet Nouveau Souffle ici à Casablanca, au Maroc. Donc, principalement, moi, mon domaine d'intervention, je suis dans l'accompagnement depuis plus d'une dizaine d'années euh, pour les individus, les équipes et les organisations. Donc, principalement en mode coaching, mode formation. Donc, je suis dans ce domaine-là. Et bien évidemment, sur la thématique des soft skills d'une manière générale. Donc là, je ferme la parenthèse rapidement et je reviens au sujet parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, Jérémy, la productivité, moi, j'ai envie d'avancer avec toi sur quelque chose que je vais mettre sous forme d'une formule. Allez, tiens, on va être fou un petit peu ce soir. La productivité, c'est le produit de l'organisation. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur cette formule-là, par rapport à cette formule. C'est le produit de l'organisation et de la concentration. Alors, bien évidemment, moi, je n'ai pas envie d'ouvrir le chapitre de l'organisation parce que là, c'est un autre domaine. Donc, l'organisation, qu'est-ce que j'entends par organisation? Donc, tout ce qui est outils, tout ce qui est méthode, stratégie, gestion du temps, priorité, des systèmes, par exemple, comme GTD, Getting Things Done de David Allen, pas mal d'outils un petit peu qui nous permettent de mieux nous organiser pour améliorer la productivité. Mais moi, j'ai envie de regarder beaucoup plus le volet concentration, le volet focus. D'ailleurs, le webinaire, on l'appelait hyper focus. Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi la concentration pour toi, elle est si importante dans cette notion de productivité? Pourquoi on va mettre beaucoup de focus, pour ne pas faire un jeu de mots, sur la concentration? C'est intéressant ce que tu dis, je vais compléter un peu l'équation que tu as présentée. Mais en fait, il y a un écueil dans lequel tombent tous les livres de productivité à l'heure actuelle, c'est qu'ils vendent de la productivité, mais ne livrent que de l'organisation. GTD, c'est de l'organisation. Tous les livres que vous trouvez, les méthodes, ne parlent que d'organisation. Et en fait, pour moi, l'équation complète de la productivité, telle que je l'ai formulée, effectivement, comprend l'organisation, évidemment, c'est un impondérable, c'est un essentiel, ainsi que la concentration, mais également l'énergie. Pour moi, c'est réellement la combinaison de ces 3 éléments-là qui permettent réellement d'atteindre un état de productivité réelle. Pourquoi? Parce que l'organisation, sans ça, on est perdu, on perd des documents, on se perd soi-même, on loupe des rendez-vous. La concentration, parce que ce n'est pas capable d'être concentré
en claquant des doigts efficacement sur une tâche à un instant T, on ne pourra jamais l'exécuter, d'autant plus dans un monde où la distraction est reine. Et après l'énergie, parce que sans énergie, en fait, c'est comme l'essence. Une voiture sans essence ne peut jamais atteindre un objectif. Réellement, il y a ces trois éléments-là à mettre ensemble et en corrélation pour atteindre réellement la productivité. Et le focus, pour reprendre ton jeu de mots de ce soir, ça sera la concentration et donc le focus. Ouais. Donc, tu as bien raison. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'à nouveau, on est dans un monde à l'heure actuelle où la concentration baisse de plus en plus. Juste, chose bête, arrivez-vous, c'est une question que je vous lance, répondez dans le chat si vous le souhaitez, à regarder un film chez vous, intégralement sans prendre votre téléphone. Hmm. Juste sans regarder un coup sur Facebook. Et je parle que d'un film, hein. Donc, un élément qui, de base, est distrayant. Un élément qui, de base, n'apporte pas de contraintes, contrairement à un travail. Donc, forcément, déjà, donc, je vois pas le chat, etc. Il n'y a pas de réponse, peu importe, mais je pense que là, voilà, oui, c'est vrai, donc ça commence à arriver. Maintenant, Ouais, effectivement, maintenant, si on transpose ça au monde du travail, c'est encore pire. Parce qu'un film, encore à nouveau, c'est sympa. On prend du plaisir, on est passif, etc. On consomme un film. Là où sur une tâche qu'on n'aime pas, une tâche qui est ingrate, une tâche qui est compliquée, comme faire de la facturation, de la comptabilité, de l'administratif, de frais, peu importe, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que dans le cerveau humain, en fait, on a plusieurs cerveaux. Et là, je ne tomberai pas dans l'écueil de dire cerveau droit, cerveau gauche, qui est un neuromythe. Mais plus dans le fait qu'on a, si on vulgarise un peu les choses de façon un peu simple, on a un cerveau qui est plus ancestral, entre guillemets, bien sûr, hein, c'est pour simplifier mes propos, et un cerveau qui est plus, on va dire, récent. L'ancestral, c'est le système limbique. Son but premier, il est simple, c'est d'assurer votre survie. Ni plus ni moins. Lui, il s'en fiche du reste. Il veut assurer la survie et la reproduction d'une espèce. C'est tout. Et à côté, on a le cortex préfrontal, qui lui est plus récent, qui a plus une fonction exécutive, une fonction de planification, de réflexion, de passage à l'action. Sauf que, de base, le cerveau, sa priorité, ça reste la survie. Pourquoi? Parce que sans survie, il n'y a pas de perduration de l'espèce, je veux dire. Donc, dès lors que vous avez une situation qui est complexe pour vous, ça peut être une tâche difficile à réaliser, etc. Ça peut être, je ne sais pas, une surcharge de travail, un stress, et j'en passe. Le cerveau va percevoir ça comme étant une menace d'une part, et comme étant surtout un élément qui va vous pomper de l'énergie. Forcément, qui dit le fait de faire une tâche compliquée, dit la mobilisation de ressources cognitives importantes. hmm, Sauf que le cerveau, lui, n'aime pas dépenser de l'énergie. C'est terrible parce que l'énergie, c'est ça, c'est son essence de base. Sans énergie, il n'y a pas de survie. Se revient à la préhistoire, sans énergie, il n'y a ni combat possible, ni fuite possible. C'est complètement, en fait, voilà, dès qu'il n'y a plus d'énergie, on meurt automatiquement en quelque sorte. Donc, dès lors, quand vous faites face à une tâche qui est compliquée, à une tâche qui est complexe, donc qui demande de l'énergie, et quand à côté de vous, vous avez un téléphone portable merveilleux avec TikTok, Instagram, Facebook et j'en passe, en fait, le choix est vite vu, quoi. Dès que la tâche devient trop complexe, le cerveau se dit non, moi, je veux un truc simple. Moi, je veux un truc qui est facile à faire. Moi, je veux un truc qui apporte une gratification aussi qui est immédiate. Et ça, c'est un élément qui est très important également. Pourquoi? Parce que nous sommes passés en fait d'un monde préhistorique où les gratifications étaient immédiates. Autrement dit, dès qu'on allait chasser, on tuait une proie, on pouvait la consommer. Dès qu'on faisait du feu, on se réchauffait immédiatement. Dès qu'on trouvait une baie, un fruit, une fraise, une pomme, peu importe, on pouvait la consommer, ce qui apportait du sucre au corps, donc du carburant à nouveau. Aujourd'hui, on est dans un monde où, à l'inverse, on est passé à une récompense, à une gratification qui vont être différées. Autrement dit, vous travaillez potentiellement 30 jours dans le mois sans avoir un seul euro de rémunération pour tout percevoir le 31e jour. C'est un peu dur à dire ça. Donc forcément, le cerveau se dit, OK, entre une récompense que je vais avoir potentiellement en 30 jours et mon téléphone qui m'apporte des shoots de dopamine, donc cette notion de plaisir immédiat avec des notifications, avec des choses drôles, avec des découvertes, avec des, comment dire, de l'incertitude aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce que c'est un message gentil? Est-ce que c'est un message méchant? Est-ce que, voilà, mon influenceur préféré, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, etc. On veut le savoir, le cerveau est curieux. Donc, naturellement, il va se précipiter sur un outil qui, à la fois, ne présente aucune friction, aucune dépense énergétique, et également apporte une gratification immédiate. Et c'est en ça, pour coller un peu avec l'actualité, que TikTok cartonne autant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que TikTok ne demande strictement aucun effort et apporte beaucoup de gratification. Quand vous allez sur YouTube, vous ouvrez YouTube, vous avez un choix entre plusieurs vidéos à choisir. Donc potentiellement, vous allez dire non, celle-ci, elle ne m'intéresse pas. Ah, j'aime bien celle-ci, mais du coup, il y a celle-ci. Vous allez perdre du temps. Il y a un temps de réflexion qu'une énergie cognitive qui va être déployée. TikTok, automatiquement, je ne sais pas si vous connaissez, automatiquement, une vidéo est projetée sur le téléphone. Et après, ça défile à l'infini. Et c'est en ça aujourd'hui que le gouvernement américain a dit à ses fonctionnaires de supprimer littéralement TikTok de leur téléphone. Parce qu'il y a tellement peu de friction entre le passage à l'action et la gratification que les gens ne travaillent plus, ils vont sur TikTok.
Du coup, il y a une baisse de productivité énorme induite simplement par ce comportement ancestral d'un cerveau qui veut uniquement faire le moins d'efforts possible pour le plus de résultats possible. Voilà, grosso modo, déjà, pourquoi c'est si Excellent, important. On est dans un monde excellent. réellement, en fait, où on est bombardé d'informations et où, en plus, les réseaux comme TikTok, comme Facebook, comme Instagram, même comme LinkedIn, hein, Hmm. embauchent des experts en neuromarketing. Des gens qui savent tout ce que je viens de vous dire et qui activent des leviers psychologiques pour vous faire rester sur le téléphone. À votre avis, à quoi sert la petite pastille rouge? Ça sert uniquement à ça. En fait, ça, c'est pile poil le mécanisme qui est utilisé également dans les casinos. C'est l'incertitude. J'ai une pastille rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ami m'a ajouté? Qu'il y a une nouvelle photo? Que j'ai été mentionné? Ou est-ce que c'est rien du tout? Je veux savoir. Je veux connaître le pourquoi du comment j'ai cette notification. Et ça, c'est un effet qu'on appelle le FOMO en marketing, notamment Fear of Missing Out. C'est la peur qu'a le cerveau humain de passer à côté d'une information qui est importante. Parce que si on remonte à nouveau à l'époque préhistorique, l'information était peine. Autrement dit, si un homme préhistorique avait plus d'informations qu'un autre, il augmentait ses chances de survie à nouveau. À nouveau, le fait de savoir où était le coin avec les meilleures baies, où était le coin avec le meilleur gibier, j'en passe. Donc, le cerveau humain est câblé parce que c'est un héritage évolutif que nous avons encore en nous, dans notre ADN, pour constamment vouloir des informations, pour constamment être au courant de tout ce qu'il va se passer autour de lui. Donc, avec cette petite pastille rouge qui dit simplement, il y a une information, est-ce qu'elle est importante ou pas? Je ne sais pas, va vérifier. Il faut nous pousser directement à aller vérifier et donc à se distraire directement. Excellent, excellent. Jérémy, là, je note un point qui est très important. Il est basé sur tous les stratégies de neuromarketing. C'est cette notion de FOMO que tu viens de dire, Mmh. ce fear of missing out. Et effectivement, ça m'emmène vers. Toi, tu parles dans tes recherches par rapport à l'attention, tu parles de trois types d'attention, en fait. Et tu parles Mmh. de, justement, là, ça me fait une belle transition par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parles de cette notion d'attention, on va dire, réflexe, d'attention récompense, et aussi de cette attention volontaire. Et les deux premières, ben, c'est sur ça que jouent les neuromarketeurs, là, sur cette notion de FOMO, là. Et ce qui fait qu'on est en permanence distrait par rapport à des stimulus qui viennent un petit peu perturber notre façon de mettre justement le focus. Et toi, tu parles un troisième type d'attention, et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où je rejoins un petit peu tes travaux de recherche, et là où tu parles de l'attention volontaire. Alors, dis-nous un petit peu, Jérémy, comment tu vois comment je peux m'entraîner en fait à l'attention volontaire pour ne plus être un petit peu happé par cette attention réflexe. Et si tu peux un petit peu nous expliquer tout ça, parce que je trouve que c'est très important et ça fait sens par rapport au focus et à la concentration. On va commencer par un sujet super intéressant, effectivement, et on va voir ensemble que l'attention, ça peut se muscler comme un muscle, en fait, tout simplement. Et on va commencer par une étude assez lointaine. J'ai plus le nom, malheureusement, de la personne qui l'a mis au point. L'étude des chamallows, je pense que ça te parle Hmm. potentiellement. Bon, en fait, un chercheur, je ne sais pas retrouver, j'ai mes notes pas très loin par rapport à ça, mais en fait, un chercheur a pris un panel d'enfants. Combien, je sais plus, disons 50 enfants, peu importe, qu'il plaçait à tour de rôle dans une salle avec une glace sans teint et avec uniquement dans la salle une table, une chaise et un chamallow sur la table. Du coup, un scientifique, un expérimentateur accompagnait l'enfant dans la salle et lui disait simplement, devant toi, tu as un chamallow. Il y a deux possibilités. Soit tu le manges maintenant, soit tu attends que je revienne, parce que moi je vais partir, j'ai un truc à faire, peu importe la durée que je vais prendre, mais dès que je reviens, par contre, je te promets que tu en as deux si tu ne l'as pas pris. Et donc là, ils se sont rendus compte effectivement que les enfants qui réussissaient à repousser cette notion de gratification immédiate, comme on l'a vu tout à l'heure, cette notion de je veux avoir du coup, non pas ma dose d'information, mais ma dose de sucre ici, parce que le sucre est un puissant élément dopaminergique, parce que qui dit sucre dit énergie. Donc si tu parviens effectivement à repousser ça, et je raccroche, pardon, ils ont remarqué que les enfants qui ont réussi à repousser cette gratification-là ont une meilleure vie par la suite, avec plus de succès à la fois scolaire, professionnel, amoureux et j'en passe. Et surtout, ils ont remarqué quoi? L'élément important sur lequel je veux nous amener, que les enfants qui ont réussi à résister sont les enfants qui ont réussi à détourner consciemment leur regard du chamallow. Pourquoi c'est si important? Parce que l'attention porte là où le regard porte. Je vais répéter parce que c'est clé dans tout ce que je vais dire. L'attention porte là où le regard porte. Et c'est en ça qu'avoir un téléphone sur un bureau, là je l'ai là parce que voilà, ce qu'on en sent, mais c'est très risqué. Parce que le téléphone est constamment à portée de vue et encore plus à portée de main.
C'est terrible, mais dès lors qu'on travaille, si on regarde par la fenêtre, on peut être happé par un oiseau, par un arbre, etc. Ça va capter l'attention directement. En fait, l'attention, avant toute chose, elle est visuelle. Tout ça pour dire qu'il y a deux possibilités par rapport à ça, qui sont vraiment complémentaires en plus. La première possibilité à mettre en place dès à présent pour diminuer cette tentation du cerveau humain à complètement, constamment chercher des choses pour se déconcentrer, c'est d'avoir un bureau qui est optimisé pour le travail. C'est d'avoir un bureau tout simplement avec un téléphone qui est hors de portée de main. D'avoir effectivement un bureau également où seules des choses importantes pour travailler se trouvent sur le bureau. Rien qu'une photo des enfants, je suis désolé, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du moins pas face à soi. Parce qu'on peut très rapidement, c'est sûr, regarder la photo, juste brièvement, mais être capté par elle. Du coup, on perd le fil de concentration. Et là, on change de tâche et on passe en quelque sorte en mode multitâche. Autrement dit, on change de focalisation. Ce qui change au niveau du cerveau humain, c'est là que c'est intéressant, de circuit neuronal. En fait, quand on fait une tâche en particulier, un circuit neuronal va s'activer en particulier. Donc, le circuit qui correspond à l'exécution de la tâche. Par contre, dès qu'on change de point de vue, de concentration, de pensée, un autre circuit neuronal va devoir s'activer pour justement faire la nouvelle tâche qu'on va lui demander. Et ça, c'est un coût énergétique qu'on appelle le switch cost. Donc, plus vous allez perdre l'attention au quotidien, plus vous allez vous épuiser. Et plus votre système limbique va prendre le dessus parce que plus vous êtes épuisé, plus lui voudra de la simplicité. Donc, plus vous êtes déconcentré, plus vous serez déconcentré. Donc, ça, c'est le premier élément important. Et autre élément important aussi, avant ça, pardon, histoire intéressante dont j'aime bien parler, c'est l'histoire du zoom des zooms. Heu, En fait, pendant des années, en tant qu'être humain, en tant qu'homme préhistorique, pardon, on a vécu dans un environnement qui était juste extrêmement dangereux, avec des dangers qui étaient constamment omniprésents, à savoir potentiellement des prédateurs ou encore des tribus adverses qui voulaient nous tuer et nous zigouiller. Franchement, c'était pas cool de vivre à l'époque, on va pas se cacher, on va pas se dire le contraire. Et en fait, à cette époque, il y a 2 catégories d'hommes. Vraiment, je simplifie les choses, mais c'est pour comprendre un peu le mécanisme qu'il y a derrière. Il y avait les hommes qui étaient capables typiquement, uniquement de se concentrer sur une tâche, de faire que la tâche en question, sans avoir la possibilité d'analyser l'environnement en même temps. Donc, malheureusement, ces hommes-là, quand ils étaient ultra concentrés, ils ne voyaient pas venir le danger potentiellement derrière eux ou devant eux. Donc, ils mouraient quasiment à coup sûr. En parallèle, un autre type d'homme existait, à savoir ceux qui avaient une capacité que j'appelle moi de zoom des zooms. Une capacité durant quelques millisecondes de se concentrer à 100% sur la cueillette de baie, par exemple, et durant quelques autres millisecondes d'avoir une vision plus globale des choses pour analyser l'environnement. Et grâce à cette fonctionnalité-là, on va l'appeler comme ça, hein, peu importe le nom qu'on lui donne, ces hommes-là ont survécu au détriment des autres. Ils se sont donc reproduits et ont fait perdurer leur gène de zoom des zooms. Et aujourd'hui, c'est précisément ce qui nous fait tomber dans le piège de la déconcentration. On a hérité de ce gène-là, de ce gène de je me concentre sur une tâche, sur le webinaire que je fais actuellement, sur ce que j'anime, ce que je dis devant vous. Et malheureusement, constamment mon cerveau, sans même que j'en ai conscience, analyse l'environnement. C'est pour ça qu'il capte le téléphone, qu'il capte la photo, etc. C'est quasiment invisible pour nous, mais il le fait constamment. Et plus on va lui donner la possibilité d'avoir de l'emprise sur des choses autour de nous, sur des posters, je sais pas, une fenêtre grande ouverte, un téléphone portable, un magazine, un jeu, un jouet et j'en passe, plus on va maximiser les chances au final que l'élément qu'il va capter inconsciemment devienne saillant pour lui et il détourne consciemment son regard dessus. Et donc, il va y tourner à nouveau l'intention dessus. Donc ça, c'est vraiment super important par rapport à cette notion de l'attention. Et tout ça pour dire que du coup, le premier élément à mettre en place à votre niveau, idéalement, et passer à l'action le plus vite possible, c'est de commencer à lister précisément ce dont vous avez besoin sur votre bureau pour travailler et à ne mettre que précisément ces éléments-là. S'il faut uniquement un bloc-notes, un stylo, un ordinateur, vous ne mettez que ça. Et pareil, idéalement, sur votre session de travail, n'ayez ouvert que des onglets qui concernent votre travail. Avoir un Facebook qui traîne, etc., c'est sûr à 100% que vous allez craquer. Parce qu'à nouveau, le cerveau va le capter inconsciemment jusqu'au moment où ça va créer une saillance chez lui et il va s'en détourner. Et en plus, plus vous allez l'exposer à cette saillance-là, à ce repère-là, à cet élément-là, plus il voudra y aller. Parce qu'à nouveau, il y a l'élément de curiosité qui va directement se mettre en place. Donc là, si je comprends bien, Jérémy, c'est que toi, tu préconises un système déjà pour éliminer tout ce qui va nous distraire, tout ce qui va Complètement. un petit Déjà peu maîtriser son capter. environnement avant toute Voilà, chose. Mmh. maîtriser l'environnement, tout ce qui va un peu capter l'attention, parce que notre cerveau, il a ce côté-là, il est en train de scanner un petit peu tout ce qui est autour de lui, donc éviter un petit peu de le déranger, de le stimuler justement. Maintenant, si la personne souhaite justement développer son, tu parles de l'attention volontaire. Est-ce qu'il y a un moyen Ouais. aujourd'hui pour
muscler justement ce côté-là. Parce que des fois, j'ai envie justement de me mettre dans un focus extrême comme un sportif de haut niveau. Quand il veut se mettre dans le focus extrême, ciblé laser, il se met dans cet état-là. C'est comme un Mm. état de flow là, et puis il y va. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des techniques, des moyens pour justement, euh, on va dire, actionner le focus à volonté? Est-ce que c'est possible ou ça demande de l'entraînement? Et si ça demande de l'entraînement, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Alors, il y a plusieurs moyens, effectivement, c'est super intéressant. Là, je dirais un élément qui risque un peu de déplaire, un élément qui marche très bien, c'est la méditation. Parce qu'on Yep. apprend concrètement, effectivement, en méditant, à recentrer. Mais je dis déplaire parce que le cerveau humain, de base, n'aime pas faire des efforts. Et quand on ne sait pas méditer, quand on n'a jamais appris à méditer, c'est un gros effort qui est demandé au niveau cognitif. Donc, effectivement, la méditation, c'est un super élément. Mais c'est vrai que mes clients, quand je leur dis ça, ils me disent très souvent: «J'ai déjà essayé, j'y arrive pas, machin, machin» et c'est normal, je peux comprendre. C'est pourquoi j'ai une autre solution qui fonctionne très bien, qui est notamment utilisée en Chine dans de nombreuses écoles et qui a été testée par une scientifique qui s'appelle Wendy, Suzuki, il me semble, de mémoire. Et en fait, c'est quoi? Ça s'appelle la focalisation. Comment ça fonctionne? Simplement, vous allez vous entraîner tous les jours en commençant sur les durées très, très basses, puis en montant progressivement à fixer un point sur un mur ou un objet, peu importe, de façon assez proche. Et votre but au début, c'est de tenir 30 secondes sans détourner le regard. Parce que je le répète, vraiment, c'est le maître mot de la conférence de ce soir. L'attention porte là où le regard porte. Donc, focalisez-vous sur ce point-là durant 30 secondes au début. Dès que vous déviez, l'idée, c'est pas de vous flageller. C'est de dire consciemment, OK, je remarque que je dévie, je me recentre sur le point. C'est accepter le fait qu'on change de point de vue pour se recentrer à nouveau, pour se refocaliser. Et c'est vraiment ce travail de va-et-vient. J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire, je regarderai juste après. De va-et-vient qui va entraîner tout simplement vos yeux, votre cerveau, et également vos facultés cognitives à se recentrer directement sur une tâche que vous allez faire à l'avenir. Donc là, c'est le début, on part sur 30 secondes. Après, demain, potentiellement, ça va être 35. Après, 40, 45, et jusqu'à monter à 3 minutes idéalement. Et ça, je vous conseille de le faire tous les jours, même en amont d'une session de travail, voire carrément dans une session de travail, dès lors que vous sentez que votre concentration vous échappe. Donc là, à nouveau, on est proche du mur. Quand 3 minutes, ça devient très simple pour vous, vous allez prendre un ou deux pas de recul. Donc l'idée, c'est quoi ici? C'est de, à nouveau, permettre à votre cerveau d'avoir plus d'emprise sur l'environnement. Donc de capter plus d'éléments. Donc ça va vous challenger encore plus. Parce qu'il y aura potentiellement cette fois-ci des dossiers dans votre champ de vision, potentiellement une fenêtre qui va apparaître qui n'était pas encore présente jusqu'à présent parce que c'est trop proche du mur, potentiellement, je sais pas, une toile d'araignée, une mouche qui vole, plein d'éléments qui peuvent vous perturber. Et là, à nouveau, vous recommencez à 30 secondes et vous montez, etc., 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 jusqu'à atteindre 3 minutes. Et réellement, cette notion à nouveau de va-et-vient qui est super important. Donc c'est important dans ce sens-là, mais également dans l'autre sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que la concentration, c'est vrai que c'est paradoxal, on parle beaucoup d'énergie depuis le début, comme vous avez pu l'entendre, je pense, comme quoi le cerveau humain aime économiser de l'énergie et comme quoi toutes les tâches qui ne demandent pas d'énergie vont être favorisées au détriment de celles qui en demandent beaucoup. Sauf que se concentrer de façon vraiment active et proactive sur une tâche demande de l'énergie. C'est l'image d'un laser simplement. Une ampoule, ça éclaire partout, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Un laser consomme beaucoup d'énergie pour créer qu'un seul point très précis, sur un mur, sur une cible ou peu importe. Et sans ça, effectivement, qu'il faut déjà, pour maximiser votre concentration également, prévoir des pauses dans votre travail. C'est vrai Ah, que c'est paradoxal, il ne faut c'est pas important. travailler pour apprendre à mieux travailler. Et là, je citerai après une étude qui a été menée auprès de pianistes. On en parlera juste après, tu me le rappelleras, Oussama, si jamais j'oublie. Et en fait, l'idée, c'est quoi durant ces pauses-là? C'est pas faire des pauses comme tout le monde le fait aujourd'hui. Elles sont des pauses sur des emails, des pauses avec des collègues. Idéalement, c'est une pause, c'est vous tout seul, idéalement dehors, en train de marcher. Et surtout, le but, le travail que je vais vous demander de faire en pause, c'est de nouveau ce même exercice de défocalisation et non pas de focalisation cette fois-ci. Dès lors que vous pensez au travail, vous supprimez la pensée et vous repensez à l'instant présent. C'est comme une méditation, sauf que vous allez le faire en marchant. Et à nouveau, l'idée, c'est de ne plus penser au travail du tout. Parce que qui dit à nouveau pensée orientée vers le travail dit dépense d'énergie. Parce que le cerveau humain, il faut le savoir, il est constamment dans la projection. Ce n'est pas un organe qui réagit aux choses, mais qui anticipe les choses. Donc, constamment en pensant au travail, vous allez venir anticiper vos prochaines actions à réaliser. Et donc, activer inconsciemment les réseaux neuronaux qui serviront à la mise en place de ces actions en question. Et à nouveau, comme j'ai dit précédemment, qui dit activation neuronale, dit dépense énergétique. Par contre, si vous ne pensez à rien, ce qui est possible simplement en se recentrant, je pense simplement à ce qui m'entoure,
j'écoute le bruit des oiseaux. C'est pour ça que j'aime bien être dehors, en fait. Le bruit des voitures, je regarde au loin, etc. Je suis capté, on se ressource. Exactement, très bon message, c'est ça. L'idée, c'est réellement de se ressourcer, de recharger les batteries en quelque sorte, pour revenir après efficacement au travail. Et astuce également que je partage rapidement ici, on parlera après des temps de concentration parce que c'est super important à avoir à l'esprit et même de la chronobiologie aussi, qui est un sujet juste capital quand on parle d'énergie de concentration. Mais astuce importante, sur lesquelles on peut s'appuyer pour vouloir revenir au travail. Parce que très souvent, quand on finit une tâche, quand on prend une pause, on n'a pas la motivation de se remettre à travailler. C'est très souvent le cas parce qu'on doit repartir à zéro, on n'a pas envie, etc. Donc une astuce toute bête, hein, dont je ne comptais pas parler au départ, mais je voulais la livrer, c'est de s'appuyer sur l'effet qu'on appelle Zeigarnik. Je ne sais pas si ça vous parle. Effet qui a été remarqué par une chercheuse, je crois qu'elle était allemande, il me semble, qui simplement a remarqué que les serveurs dans les restaurants et les bars oubliaient les commandes qu'ils venaient de prendre aussitôt après les avoir servies à table. Et autrement dit, ce qu'elle a remarqué, cette serveuse-là, cette scientifique-là, pardon, c'est que dès qu'une tâche est non terminée, le cerveau humain va continuer à l'incuber en lui et va vouloir la terminer à tout prix. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, avant de prendre une pause, c'est de s'arrêter en plein milieu d'un travail. Parce que vous aurez encore l'envie et la volonté de finir ce qui est inachevé. Le cerveau n'aime pas les choses qui sont inachevées. Donc, vous aurez la motivation de vous remettre au travail efficacement et rapidement grâce à cette simple petite astuce de vous dire non, je ne m'arrête pas à la fin. Je m'arrête du style 3 lignes avant la fin, 3 actions avant la fin et je prends ma pause. Et après, je reprends efficacement sur un nouveau cycle de concentration. Alors ça, Jérémy, justement, ça, c'est pas un petit peu paradoxal par rapport à la pause, parce que si je laisse une boucle ouverte dans Je ma m'y tête, attendais, je m'y attendais. tu vois, je laisse une boucle ouverte dans ma tête et puis je vais aller faire une pause. Et ben, c'est pas dans la pause, ben, je vais penser à fermer la boucle et donc je vais penser à mon travail. Est-ce que c'est pas paradoxal par rapport à la pause où je vais vraiment devoir me Non, mais ressourcer et ne pas je oublier? m'attendais à la remarque et tu as très bien fait en fait. L'idée, c'est quoi? Effectivement, c'est de laisser une tâche en suspens, mais néanmoins de se noter rapidement sur un petit bout de post-it ou autre les actions à réaliser par la suite. Hmm. En fait, typiquement, c'est comme quand une personne a du mal à s'endormir à cause d'un stress, à cause de, je sais pas, d'un événement en particulier, à cause de tâches à réaliser. Le conseil que je lui donne, c'est tout simplement de noter sur un carnet les choses. À nouveau, le cerveau est dans l'anticipation. Donc, si jamais on ne lui donne pas une direction à suivre, à cause du biais de négativité, automatiquement, il va s'orienter vers les pensées les plus sombres, vers l'échec, vers la Ouais. frustration, vers la mise en péril. Par contre, si on lui fournit un petit plan de route tout bête avec deux, trois lignes, deux, trois post-it, deux, trois cases à cocher, ok, il est rassuré. Il est Certes, la rassuré. tâche n'est pas terminée, mais au moins, je sais qu'à mon retour, je pourrais terminer dans les bonnes conditions parce que j'ai déjà le plan d'action qui est prêt. Du coup, je peux penser à autre chose. Ouais. Hop, Comme dit les notes Bouchra, soulagent le ça, cerveau, c'est ça, 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 oui. ça soulage le cerveau. Mm. Exactement. 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 C'est pour ça, effectivement, quand vous n'arrivez pas à dormir, notez les choses. De une, notez ce qui vous tracasse, et de deux, notez la première action à mettre en place dès le lendemain au réveil pour justement commencer à pallier à ce problème-là. Tout à fait. Bah, excellent, excellent. Alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la concentration? Sinon, on peut éventuellement. Est-ce que tu penses qu'on Alors, peut donner d'autres points sur cette thématique de la ouais, concentration? il y a plein de choses à dire, mais je vais essayer de synthétiser parce que Hmm. ça fait déjà, je n'ai pas le timer, mais quasiment Ouais. une quarantaine de minutes qu'on est ensemble. Euh, un élément qui est vraiment intéressant et qui est, hop, je vois les petits messages, on les prendra après les messages, je pense, ce sera plus Ouais, simple. ouais, tout à fait. Un élément qui est intéressant, c'est d'écouter de la musique qu'on appelle la musique binaurale. Hmm. Là, j'ai filé quelques astuces un peu en vrac dans tous les sens. Après, j'expliquerai l'intérêt d'avoir plusieurs astuces justement et plusieurs outils à disposition. En fait, le cerveau humain, il fonctionne par impulsion électrique, donc par des ondes qui sont envoyées au niveau du cerveau humain. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et a été remarqué par les neurosciences, par des études, par des scanners, des IRM et j'en passe, comme quoi un cerveau concentré fonctionne sous une fréquence d'onde qu'on appelle la fréquence bêta. Donc, dès que vous êtes concentré à 100%, vous passez en mode bêta dans le cerveau en quelque sorte. C'est inconscient, hein, voilà, c'est comme ça, le cerveau fonctionne sous ce mode-là. Et il semblerait, ça n'a pas été vraiment la musique binaurale. Je vois qu'il y a un petit commentaire, je vais l'écrire rapidement. Hop, binaural. Je crois que c'est écrit comme ça. Il semblerait également, du coup, donc, qu'en écoutant une fréquence d'onde bêta en question, on puisse forcer le cerveau à passer dans ce mode-là lui également. Et donc, qu'on puisse forcer la concentration grâce à ça. Et sans ça, je vais écrire également hop dans le chat qu'il faut écouter. D'après, en tout cas, ça marche chez moi, ça marche chez mes clients. Plusieurs études commencent à le prouver également. De la musique qu'on appelle la musique bêta, Ouais, mais qui ça, justement est calquée sur cette fréquence d'onde-là. ça marche très bien.
Ouais, c'est pas agréable, c'est pas spécialement de la belle musique, mais c'est un petit fond sonore comme ça qui tourne. Et il semblerait à nouveau que ça force le cerveau à passer en mode concentration. Chez moi, ça marche, chez mes clients, ça marche. Est-ce que ça a marché chez vous? Je ne sais pas. Mais par contre, l'élément qui est intéressant, si à mettre en exact par rapport à ça, c'est que mettre un casque sur votre tête va également vous couper du monde. Donc à nouveau, on évite la perturbation par des signaux sonores extérieurs aussi. Et en plus, vous serez moins sujet à être dérangé par des collègues avec un casque sur les oreilles. Parce qu'ils sauront que vous faites quelque chose, que vous écoutez quelque chose. Ensuite, autre astuce plutôt intéressante, c'est bête, mais c'est le café. Le café booste la concentration parce qu'il booste le niveau de noradrénaline, qui est l'hormone de la concentration, si je vulgarise un peu les choses. Après le café, il faut savoir qu'idéalement, il ne faut pas en consommer tous les jours, mais une fois tous les 2 jours. Pourquoi? Parce qu'un phénomène d'accoutumance peut se créer. Et également par rapport au café, ne jamais en consommer passer les 14 heures. Parce que la Mm. demi-vie du café, en fait, grosso modo, son efficacité dans le corps humain est de 6 à 8 heures. Donc, en consommant autour de 14, 15 heures, voire 16 heures, vous allez avoir des résidus de molécules de caféine dans le corps durant votre sommeil, ce qui peut entacher la qualité de votre nuit. Je ne dis pas la quantité de sommeil, parce qu'on peut s'endormir efficacement après un shot de café. Des personnes le peuvent, moi je le peux, mais c'est la qualité qui est impactée. Et la qualité, c'est plus compliqué à mesurer. Mais au fur et à mesure du temps, ça dégrade littéralement votre productivité et votre capacité à vous concentrer efficacement au quotidien. Ensuite également, les douches froides. Je balance vraiment les outils en vrac, hein. Pourquoi les douches froides, c'est pas agréable, et cetera. Je peux comprendre, j'ai vu ton regard un peu Oussama qui partait sur le côté, je peux comprendre, c'est pas ce qu'on préfère. Mais justement, c'est parce qu'on n'aime pas ça que c'est efficace. En fait, le corps humain, quand il subit un stress, donc typiquement une douche froide, hem, va se concentrer à 100 pour analyser d'où vient le danger et pour trouver une solution pour quitter le danger en question. Donc là, on revient à l'époque préhistorique, un prédateur arrive, automatiquement, en fait, les pupilles se dilatent pour analyser la situation. OK, qu'est-ce que je fais? Comment je peux réagir, et cetera. Et ça, du coup, c'est médié par la noradrénaline. Et c'est exactement le phénomène qu'on peut subir avec une douche froide. Et le bénéfice, effectivement, c'est pas agréable à court terme, j'en ai bien conscience, mais dès qu'on arrête, dans les heures qui suivent, on garde les effets bénéfiques de la noradrénaline sur la concentration. Et après, douche froide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement c'est une douche qui est froide pour vous. C'est pas une douche qui est au minimum. Super important d'avoir l'esprit d'idée, c'est pas de vous mettre en mode tétanie. Pas du tout. Simplement d'être dans un état un peu inconfortable et de passer ce que je vais appeler des murs d'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone qui va vous faire dire, grosso modo, en fait, tu te barres de la douche, je n'aime pas ça. Essayez de passer 5 murs d'adrénaline. 5 fois, vous vous dites, OK, là, je vais me barrer. 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 Au bout du cinquième, OK, on repasse sur du chaud. Pourquoi cette notion des 5 murs? Pourquoi pas une notion de temps? Parce que le temps, c'est arbitraire. Et en fait, quand vous êtes fatigué ou quand vous êtes en forme, vous pourrez durer plus ou moins longtemps sur la douche froide. Par contre, les murs d'adrénaline, là, c'est une mesure qui va rester stable. Potentiellement, vous avez passé une mauvaise nuit, ça peut arriver. Vous allez subir 5 murs d'adrénaline en 1 minute. C'est OK. C'est OK, on arrête la douche froide maintenant. Par contre, vous êtes en forme, et cetera. Votre compagne ou compagnon vous a fait un super cadeau, vous avez passé un bon moment au travail, vous avez une belle réussite. Potentiellement, vous allez durer 5 minutes. Et durant ces 5 minutes, vous allez avoir vos 5 murs d'adrénaline là. Mais au final, c'est pareil. On résiste 5 fois de suite. Et grâce à ça, à nouveau, on stresse le corps suffisamment pour qu'il puisse après avoir ce shoot de noradrénaline cette fois-ci pour maintenir la concentration sur le long terme. Excellent, excellent. Et Bah, dernier écoute, élément que je voudrais partager, qui pour moi est essentiel et qui malheureusement devrait être enseigné à l'école mais ne l'est pas, c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Et après on passera, je pense, aux questions-réponses et aux micro-vers, si tu le souhaites, tout ça. hmm, En fait, pour faire simple, on a tous un rythme qui est différent. Et on appelle ça ce rythme, en fait, c'est le rythme biologique qui dépend de l'horloge circadienne. Grosso modo, c'est l'alternance entre le jour et la nuit. En fait, il faut savoir que dans votre corps, entre le jour et la nuit, des réactions chimiques différentes se passent, notamment en lien avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et en lien avec la production de cortisol, l'hormone plus de l'éveil. Éveil et aussi stress. Bon stress, mauvais stress, mais ce n'est pas le sujet ici. Et en fait, vu que chacun a des productions différentes de ces hormones-là, notamment le cortisol, qui à nouveau produit l'éveil et donc l'énergie, chacun va avoir des pics de productivité en journée qui vont être différents. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des personnes qui sont lève tôt, couche tard, lève tard. Et en fait, en fonction de ça, à nouveau, vous allez avoir des pics de concentration d'énergie qui vont différer en journée. Donc là, alors oui, il y aura l'enregistrement, je vois un peu les commentaires, mais il y aura l'enregistrement, logiquement, Oussama l'enverra par mail, il me semble. exactement. Donc la chronobiologie, je disais simplement, je vais faire très simplement les choses, mais il y a 4 profils de chronotypes. Il y a des personnes qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tôt le soir, qu'on appelle les profils lion. Typiquement, on se lève à 5 heures du matin et on est fatigué, voire HS, à 22 heures.
Ensuite, on a les profils loups. Les personnes qui naturellement sont réveillées sans travail se réveilleraient plus sur le coup des 10-11 heures, mais se coucheraient le soir plus sur le coup des minuit 1 heure du matin. Ensuite, on a les profils ours, qui eux sont plus calqués par rapport au rythme du soleil. Le réveil sur le coup des 7-8 heures et l'endormissement sur le coup des 23 heures. Et après, on a les dauphins qui ne sont pas vraiment profils, mais plus sur les insomniaques. Et pour faire très simple, les profils lion, j'en fais partie, ont un pic de productivité le matin, entre 7 heures et 11 heures. C'est là qu'ils sont faits pour être efficaces et productifs. Autrement dit, mettre des tâches administratives, des tâches secondaires, des tâches inutiles à ce moment-là, c'est gâcher votre fenêtre de tir, littéralement. Après, ils ont un creux entre 11 heures et 15 heures. 15-17, nouveau pic. Et après, il ne faut plus rien faire. Donc, si jamais vous êtes à un profil, effectivement, de sans réveil, sans contrainte, sans rien, je me lève tôt le matin, vos pics de productivité, réellement, sont entre 7 heures du matin et 11 heures du matin, et entre 15 heures et 17 heures. C'est là qu'il faut être vos tâches les plus complexes, les plus dures, les plus éprouvantes au niveau cognitif, parce que vous aurez les ressources physiologiques pour le faire. Et à l'inverse, entre 11 heures et 15 heures, mettez les tâches secondaires, voire faites une sieste, reposez-vous, c'est une très bonne stratégie. Et après 17 heures, grosso modo, pareil, les tâches secondaires. Mais n'inversez pas. Sinon, vous allez lutter contre votre propre physiologie pour faire des choses et ça ne marchera jamais. L'alimentation, on pourra en parler après rapidement avec grand plaisir. Ensuite, il y a les profils loups qui, cette fois-ci, eux, sont des lève-tard et ils ont plus un début de productivité sur le coup de mémoire. On est quasiment sur le coup des 17-18 heures. Donc, malheureusement, c'est les profils qui, en société, sont très mal adaptés parce que généralement, c'est la fin du travail qui arrive jusqu'à là. Généralement, ils sont 17 h, 22 heures, c'est là qu'ils sont attaqués. Et c'est pour ça que je conseille les personnes qui ont un profil loup de préparer au maximum toute leur journée durant toute la matinée. Vraiment, comme ça, dès que leur pic survient, potentiellement des fois vers 16 heures, il peut survenir un peu plus tôt, qu'ils soient d'attaque à 100% et qu'il n'ait pas de temps à perdre à chercher des informations et j'en passe. Tout est prêt sur le bureau, tout est ouvert et dès que je sens réellement que l'énergie arrive, je passe à l'action. Et en attendant, je fais les tâches secondaires. Et les profils ours, eux, ont des pics de productivité, ils en ont de mémoire de 10 heures à 13 heures et de 15 à 17 aussi, 15 à 18. Donc, c'est un peu plus équilibré à leur niveau. Donc, tout simplement, il y a des tests par rapport à ça. Il y a un super livre qui s'appelle Quand de Thor Breus, Breus, qui existe, qui propose justement beaucoup d'astuces pour justement jouer avec sa chronobiologie pour être plus efficace au quotidien. Super. Alors, Jérémy, je sais que tu as vraiment un Je pléthore parle trop. d'outils. Tu as pléthore d'outils, non, tu parles dans le plein et on est vraiment je t'écoute avec un grand plaisir et je sais que tu as beaucoup de choses dans cette notion de concentration. Tu as vraiment travaillé pas mal de choses là-dedans et tu as même développé un programme. Maintenant, moi, la question que je vais te poser, c'est par rapport à l'entraînement d'une personne qui veut vraiment s'entraîner à mettre le focus, c'est-à-dire vraiment volontaire, et vraiment le chercher à volonté. Est-ce que toi, tu préconises un entraînement avec des rituels à faire au quotidien et répétitif, bien sûr. Bon, il ne faut pas lâcher parce que quand on lâche, on peut perdre justement tout ce qu'on a préparé. Le cerveau, c'est une machine, c'est un muscle qui se prépare justement à ça. Est-ce que toi, tu préconises une façon de faire ou c'est adapté en fonction de la personne, du profil de la personne? Quelle est ta démarche un petit peu globale si quelqu'un veut vraiment travailler cette notion de concentration comme un entraînement, c'est-à-dire je pars dans la Oui, bien salle sûr. et je vais m'entraîner, j'ai un programme pour vraiment développer un muscle. Le muscle, c'est la concentration. On a vu plusieurs éléments ensemble. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer votre propre routine de concentration. D'accord. C'est ça le but, en fait. Simplement, moi, ce que j'aime faire de façon plus générale, c'est de traquer tout ce que je fais au quotidien. Ça peut paraître Mm. un peu lourd, un peu compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Je traque si je fais du sport, si je vais marcher, si effectivement j'écoute ma musique binaurale, si j'ai pris un café, etc. Après, je note tout simplement sur une échelle de 1 à 5 comment était mon état de concentration dans la journée, état de productivité, état de motivation, pour créer des corrélations entre mes comportements et les indicateurs que je veux suivre pour ma performance professionnelle. Et après, autour de ça, je crée une routine. Ma routine de concentration, elle est simple. Déjà, je prévois mes tâches la veille au soir. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire dès que j'arrive au bureau. Parce qu'à nouveau, moi, je suis un profil matinal. Dès que j'arrive, je vais être efficace et productif. Ensuite, mon bureau, à nouveau, est rangé et optimisé pour le travail. Après, j'ai ma musique que j'écoute constamment pour faire mon travail. Potentiellement, il y a un café, selon la journée dans laquelle je me trouve. Et également, c'est l'exercice dont j'ai parlé d'aller-retour sur un mur
pour me concentrer. Mais pourquoi l'important, c'est la routine? Parce que, à nouveau, comme j'ai pu l'évoquer brièvement, le cerveau est un organe qui anticipe les choses. Donc, dès lors que vous allez commencer à mettre en place votre routine, il saura que vous attendez de lui de la concentration. Super. Donc, il saura justement se mettre en mode concentration beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Il faut ritualiser les choses, c'est super important. C'est comme un peu la pub avec Zidane à l'époque où je mets ma chaussure gauche toujours en premier, chez moi là c'est gauche, machin, machin. C'est pareil. En fait, Mm. le cerveau aime les habitudes parce que ça le programme justement à atteindre un comportement que vous voulez atteindre vous rapidement et efficacement. Et vous allez le préparer en amont grâce à ça. Si à chaque fois vous faites le même rituel de j'arrive, je vois ma tasse de café, j'ai mon casque sous les oreilles, je lance telle musique, je check mon agenda et je commence une tâche et à chaque fois, vous êtes concentré en le faisant, c'est que vous touchez du doigt la bonne chose à mettre en place. Donc, une espèce, en fait, la routine, ça crée un espèce d'automatisme qui va Complètement, ça crée consommer, un automatisme. C'est voilà, ça, et ça va exactement. consommer moins d'énergie. On revient à l'optimisation de En l'énergie. plus, tu consommes moins d'énergie. Voilà, le Exactement, tu cerveau, as très bien fait le résumé. il adore optimiser l'énergie. Et Ok, sans très oublier les pauses à nouveau, vraiment, je sais que c'est peut être frustrant de prendre des pauses, mais c'est nécessaire. C'est vrai que souvent, je prends le parallèle avec la voiture. Est-ce que vous attendez d'être sur la réserve pour faire mettre de l'essence dans la voiture? Je pense pas. Pareil pour vous. N'attendez pas à être lessivé pour prendre une pause. Elle ne sera pas efficace. c'est clair, c'est clair. Ok, bah super. Est-ce qu'on ouvre les micros tout de suite? Tu as envie de dire un petit mot sur la procrastination ou tu penses qu'on va ouvrir une boucle très grande et Non, mais je vois une petite question intéressante sur l'alimentation de la concentration. En ouais, il fait, y la a concentration, c'est vrai que exactement. je ne l'ai Ouais. pas évoqué, mais dépend de neurotransmetteurs. Mm. Un neurotransmetteur, simplement, c'est un canal de communication au niveau du cerveau humain. Et principalement, les neurotransmetteurs en question ici sont ceux qui produisent la dopamine, pardon, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, comme on l'a évoqué ensemble, et également l'acétylcholine. Et simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail de quoi manger quand, parce que ce serait trop vous compliquer la vie, mais manger simplement des sources de protéines. Pourquoi c'est important? Parce que les neurotransmetteurs, leur matériau de base, ce sont les acides aminés qu'on trouve dans les protéines. Donc, et une alimentation avec des protéines variées. Ça peut être de la viande, du poisson, ça peut être des oléagineux, beaucoup de choses comme ça au quotidien, sans vous prendre la tête et ça ira très bien. Tant qu'il n'y a pas de carence, il n'y a pas de souci. Super. Allez, on va ouvrir quelques questions. Et tu veux parler un petit peu de procrastination ce soir, Jérémy? Ou tu penses que ça va nous emmener vers quelque chose d'assez Alors, grand? non, Oui, c'est je sais. quelque chose qui est assez grand, mais j'ai commencé à Ouais. l'évoquer un peu tout à l'heure avec cette notion de dualité entre le système limbique qui veut Mm. simplement être tranquille, qui veut simplement prendre le téléphone, qui veut simplement ne rien faire, et le néocortex qui lui veut travailler et se projeter. Et en fait, le système limbique prend constamment le dessus, sauf avec les bons outils où on peut inhiber son message. Donc, c'est compliqué d'entrer plus dans les détails, mais simplement pour dire que les gens qui vous vendent des méthodes anti-procrastination et qui ne parlent pas réellement du cerveau humain, vous vendent du vent. Mm. Je suis désolé, je vais être assez cruel avec mes concurrents, mais c'est le cas parce que tout part du cerveau humain. Vous avez beau avoir un super outil, une super méthode, si le cerveau décide que non, ça ne marchera pas. La preuve, c'est le téléphone portable. Tout le monde sait que pour être efficace, il suffit de faire ça, hop, téléphone portable, et de le mettre, comme c'est mon cas actuellement, en mode avion, qu'il fait aujourd'hui pour travailler. On le sait tous qu'il faut faire ça. Mais personne ne le fait. Parce qu'à nouveau, le système limbique dit: OK, bah, j'ai un téléphone à disposition, c'est cool qu'il est allumé parce que je peux potentiellement le prendre pour consulter Facebook et voir s'il n'y a pas des nouveautés. Donc, ouais, en fait, c'est reprogrammer son cerveau. Mais après, on est parti pour une bonne heure, hein, Ouais, voire plus. je sais, non. Je sais que tu as un programme vraiment très, Ouais, j'ai enfin, un programme dessus complètement, ouais. qui vraiment qui traite justement comment on entraîne cette partie préfrontale du cerveau C'est ça, qui va nous permettre justement de faire obstacle à ce que tu dis, hein, à ton système, à ce système limbique qui est forcément très vite stimulable. Donc, ce préfrontal qui est là, on a envie de l'entraîner. Et toi, dans ton programme, justement, tu présentes comment faire en sorte d'entraîner cet obstacle du système limbique qui est le préfrontal. exactement, ouais. Et c'est ça ce que tu vas détailler en profondeur dans le programme. Si, rappelle-moi, c'est anti-procrastination. Ouais, tout simplement, Voilà, anti-procrastination, c'est comment vaincre la anti-procrastination. procrastination en 14 jours, tout simplement. En fait, c'est un programme que j'ai conçu sous forme d'un challenge, tout simplement, avec littéralement une action à faire durant 14 jours pour entraîner son cortex préfrontal à vaincre le système limbique. À le Donc, vaincre, entre guillemets, bien sûr, hein, c'est pas un combat parce que les deux sont utiles, mais à le dompter, à le voilà, c'est à dompter. dompter ou à le faire taire quand c'est pas nécessaire. À le calmer un petit peu. OK. Bon, bah, c'est très intéressant. On peut ouvrir les micros pour les personnes qui souhaitent poser en direct. Ah, je vois une main levée. Alors, une main levée de Oumaima. Oumaima, vas-y, tu peux. Bah, elle a activé son micro. Tu peux poser la question, Oumaima. Plaisir.
Omeima, tu nous entends? Maintenant, c'est Omeima mieux? une fois, Ah, Omeima je deux crois. fois. Maintenant, c'est mieux? Là, on t'entend, mais un petit peu loin. Si tu Très peux t'approcher faiblement, un oui. petit peu, très faiblement, si tu peux t'approcher du micro, ça serait pas mal. D'accord, ok. C'est mieux Là, là. c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup D'accord. mieux. Donc, en premier temps, j'aimerais vous remercier pour ce webinaire qui était vraiment très enrichissant pour moi. Là, Parce par qu'en contre, Omeima, là, le son s'éloigne à chaque fois. Donc, voilà, essaie de Ok, t'approcher un petit peu plus. d'accord, ok. Comme ça, c'est mieux? Ouais, Là, super. c'est mieux. Bouge pas. Juste tes lèvres et c'est tout, pas le corps. Ok. D'accord. Donc, pour mon cas, ben, il y a des fois où j'essaie de me débarrasser du téléphone, bien de toutes les autres distractions pour me concentrer à 100%. Et après, je me trouve perdue dans mon imagination. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux entraîner ma concentration? Donc, c'est ça la Perdu question. dans quoi, par contre, j'ai pas entendu, je suis désolé. Dans l'imagination, c'est ça? C'est ça, Omeima, tu as dit? Ah, dans Oui, l'imagination. exactement. Hmm. Super intéressant. Ben, à nouveau, on en revient à l'exercice que j'ai partagé précédemment, de cette notion de focalisation. Il faut être capable de ramener ton esprit, tout simplement, à un instant T. En fait, l'idée, c'est comme la méditation, souvent, c'est très mal compris. On dit très souvent que méditer, c'est ne penser à rien, c'est faux. C'est accepter justement les pensées parasites, mais se ramener à la concentration qu'on a actuellement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est faire ce va-et-vient. J'ai pas d'outil magique, j'en suis désolé. C'est pas le cas, sinon je te promettrais des mensonges. Mais je tutoie, hein, je me permets, hein. Mais simplement, l'idée, c'est quoi? C'est dès que tu perçois cette pensée parasite, c'est t'entraîner à te ramener tout simplement à ce que tu faisais. Et c'est quand tu as multiplié au fur et à mesure des journées, des mois, j'en passe, cet exercice de je pars, je ramène, je pars, je ramène, que ça sera de plus en plus simple pour toi. Et qu'au bout d'un moment, en fait, tu pourras te concentrer durant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, sur une seule et même tâche, sans penser à autre chose. Et sinon, autre élément important, c'est une pensée tout simplement qui induit, par exemple, tu as oublié de faire un truc, c'est toi, tu veux faire un gâteau, faire des courses, note les choses. Note ce à quoi tu penses. Parce que ce qui est sur papier n'est plus dans le cerveau humain. Et c'est pour ça, quand vous travaillez, je t'invite constamment à un bloc-notes à côté de vous. Hop là, j'en ai toujours un vers moi. Parce que l'idée, c'est de ne pas être perturbé par les pensées aussi. Dès qu'une pensée me vient, je le note rapidement, je ferme, hop, je reprends le travail. Parce que si on pense quelque chose à nouveau, ça va incuber dans le cerveau. Et on sera distrait. Je ne sais pas si j'ai pu t'aider avec cette réponse qui demande malheureusement beaucoup de travail, quoi. C'est un peu Super. le corollaire. Bien. Alors, il y a Omar qui lève la petite main. Omar, tu peux activer ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, Amar. Bonsoir, merci. Merci pour ce contenu très, très, très riche. En fait, moi, j'ai une question par rapport à la nature du travail ou par rapport à la nature Ouais, des tâches qu'on effectue par rapport à la concentration. Bon, ma question, c'est que des fois, on est amené à utiliser le téléphone et aussi à ouais. être en multitâche. Enfin, la nature de mon travail, par exemple, fait que je dois être sur plusieurs sujets en même temps. Est-ce que je peux espérer arriver à ce niveau de concentration avec une multitude d'activités à faire en même temps ou en tout cas en séquentiel? Est-ce que tu peux me Merci. donner un exemple, s'il te plaît, de cette multitude d'activités que tu vas faire? Oui, par exemple, là, on support, il y a un ou deux clients qui vont appeler, il y a des emails pour lesquels il faut répondre. Et aussi, des fois, la priorisation des tâches qui arrivent et que on est obligé de commencer peut-être sur un sujet et de basculer parce que quelque part, il y a le feu. D'accord. Quand c'est le feu, c'est vraiment le feu ou c'est un pseudo-feu que tu penses être un feu, mais Oui, qui n'est pas vraiment un un feu? pseudo-feu. D'accord. Bon, ça Non, mais dépend façon pareille, est-ce que, ouais, c'est des vraiment cas. il y a une urgence d'intervenir à l'instant T? C'est ça ma question en fait. Oui, Parce que oui, souvent on pense qu'il y a urgence, mais il n'y a pas urgence. C'est aussi souvent un biais dans lequel on est. On est souvent dans un biais de se dire il faut que je réponde constamment et réactivement à tous mes emails, alors que ce n'est pas spécialement vrai. Donc j'ai l'impression que toi, par contre, tu as des démarches, tu as des clients qui t'appellent, comment dire, des requêtes qui te sont adressées. Ce que je pourrais te conseiller de faire, si jamais c'est possible, bien sûr, c'est d'accepter parfois de ne pas être concentré, de ne pas pouvoir l'être. Mais par contre, quand tu peux l'être, c'est te dire, OK, là, dans l'heure que j'ai,
Je donne tout pour être à 100% focus sur ce que j'ai à faire. C'est vrai qu'il y a des métiers dans lesquels en fait, la concentration n'est pas spécialement possible à 100%. Là, je pense notamment à l'intérim que je connais plutôt bien. Quand on travaille en agence d'intérim, on ne peut pas se dire, OK, je réponds plus à mes clients, je réponds pas aux intérimaires. C'est impossible. Mais on peut se dire par contre, OK, là, j'ai une demi-heure par contre où je coupe tout, où je ne suis pas joignable et là, je me concentre à 100%. Et après, je reprends un mode qui n'est pas en lien avec la concentration. Parfois, il faut savoir accepter, en fait, malheureusement, de ne pas pouvoir être concentré et de devoir être interrompu par les autres pour mieux être concentré quand on a l'opportunité d'être à 100%. Je ne sais pas si je réponds à ta question, hein. J'ai peut-être pas assez de détails par rapport à ton travail pour t'aider plus, mais si tu veux préciser des choses, n'hésite pas. Ah bah, on dirait que c'est bon, du coup, tu mets oui, merci. Donc, Super. Bouchra a levé la petite main. Tu peux poser la question, Bouchra, hein. Tu peux activer ton micro. Et Merci. j'ai déjà vu ta remarque en fait, là, tu parles d'important urgent et important non urgent. la matrice matrice, Eisenhower. l'Eisenhower, La effectivement. fameuse classification pour, Ouais. pour compléter la réponse pour monsieur qui parlait de plusieurs tâches à la fois. Vous m'entendez? On Oui, t'entend tout très à bien, fait. oui. T'entends très Ouais, bien. merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question que j'ai, enfin, c'est un moment de ma vie que j'ai vécu. Est-ce que la neuroscience prévoit de se donner la légitimité de procrastiner suite à des événements? Ça peut être des événements de santé, ça peut être des événements familiaux, ça peut être. Est-ce qu'on peut se donner cette légitimité pour des gens qui ne procrastinent pas en général, mais des fois, bah, on se surprend en train de procrastiner. Et des fois, on s'en veut, enfin, pour les gens qui sont assez structurés, etc. Et je me suis retrouvée à un moment donné de ma vie à procrastiner ce qui est tout à fait, c'est pas moi du tout. Et après, je me suis demandé, est-ce que je ne peux pas me donner la légitimité de procrastiner de temps en temps? Surtout qu'il n'y avait rien d'urgent, rien d'important, rien de. Mais il y a toujours cette question. Non, non, j'ai pas le droit. Non, non, je dois faire des choses. Il y a des choses qui m'attendent. Comment ne pas culpabiliser par rapport à cette procrastination? Merci. C'est pas évident, ça, hein. C'est un vrai sujet. Oui, C'est un vrai. En vrai, laisse ton micro ouvert, hein, comme ça on peut échanger directement si t'es intéressé. Déjà, tu évoques deux éléments bien importants. entendu. Le fait qu'il n'y ait ni urgence ni importance. Quand il y a ni urgence ni importance, il y a procrastination. C'est quasiment systématique. Parce que le C'est cerveau clair. humain, simplement, a besoin d'une deadline ou d'un impératif pour passer à l'action. C'est obligé. À nouveau, on revient, en fait, il y a deux moteurs pour le cerveau humain. Soit le plaisir, soit la douleur. Donc, soit effectivement, accomplir la tâche à un instant T te procure du plaisir, auquel tu passes à l'action, soit ça induit une douleur immédiate, à savoir une sanction, une réprimande ou j'en passe. Et là, tu n'as aucun des deux. Donc forcément, c'est plus compliqué de passer à l'action. Je ne dis pas que effectivement que la procrastination est obligatoire à ce moment-là, mais tu as beaucoup plus de chances de procrastiner quand tu n'as pas de deadline ou d'urgence directement. Après, Il comme faut tu l'as juste. dit, vas-y. Ouais, pardon. Non, vas-y, Pardon. vas-y, dis-moi. Allez-y. Oui, il faut juste se donner cette légitimité de le faire, quoi. En fait, je De pense se qu'il faut dire, s'accorder c'est beaucoup pas plus de. grave. Il faut s'accorder de la souplesse au quotidien. Je pense que c'est un Ouais. écueil dans lequel est tombée la productivité aujourd'hui. C'est en fait de dire il faut tout contrôler, tout maîtriser. Et du coup, on s'en veut forcément dès lors qu'on a une seconde ou une heure de battement où on fait rien. Sauf que moi, je prêche plutôt l'inverse et les théories du chaos me donnent plutôt raison. En fait, où il est impossible de tout maîtriser. C'est impossible. C'est clair, Encore c'est plus clair. quand on a des enfants, etc. Nous peut être malade. Moi, mes enfants ont mal dormi cette nuit. On en parlait avec Oussama avant le début de la conférence. Il y a constamment des imprévus. Sauf qu'à vouloir constamment bloquer son agenda de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures, il faut que je vais être occupé à 100% durant tout ce temps-là. On ne peut pas être justement en capacité de réagir face à un imprévu. Sauf que Non, toi, c'est clair. toi, tu as du temps pour procrastiner, c'est plutôt cool. En fait, tu as du temps. Et ce temps-là, tu aurais eu une urgence, tu ne vas plus l'exploiter pour travailler. Pour moi, c'est une bonne procrastination. Parce que moi, une mauvaise procrastination, c'est procrastiner sur une tâche qui est urgente, importante, que tu dois faire, mais que tu ne veux pas faire. Et où tu as des conséquences immédiates par rapport à ça. Et aussi pour se ressourcer. Des fois, on procrastine pour se ressourcer et pour revenir encore mieux à la tâche qu'on a laissée de côté. Complètement, donc il n'y a pas de problème pour moi. Et après, l'autre élément que j'aime bien mettre en place avec mes clients, et j'en parle dans la formation complète dont parlait Oussama tout à l'heure, c'est ce que j'appelle le tableau de la futurisation neurodosale. Ça fait très peur comme nom, mais je n'ai pas trouvé mieux. En fait, grosso modo, nos comportements sont régis par des neurotransmetteurs, comme on l'a évoqué précédemment, et principalement par trois neurotransmetteurs dont je vais parler.
à savoir la dopamine, qui est le neurotransmetteur de la motivation, l'ocytocine, le neurotransmetteur du lien social, et la sérotonine, qui est plus le neurotransmetteur de l'ego. Et en fait, Mm. comme j'ai dit précédemment, s'il n'y a pas cette notion de peur, qui est le principal moteur du corps humain et du cerveau humain, il n'y a pas de passage à l'action. Et pour des tâches parfois un peu complexes, il n'y a pas ces éléments-là quand elles sont trop éloignées. Typiquement, je ne sais pas, je vais créer une entreprise, je veux me lancer à mon compte, etc. Il n'y a pas spécialement cette urgence, cette pression qui peut exister. Du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de la créer artificiellement via ce tableau-là, en se projetant à court, moyen, long terme sur les conséquences que va avoir mon inaction sur mon niveau de vie. Donc, on joue sur la dopamine. Par exemple, je n'aurai pas beaucoup d'argent. Je ne partirai pas en voyage. L'enjeu, l'enjeu. Quel est l'enjeu? C'est ça. C'est ça, voilà, concrètement. Mais du coup, c'est ces 3 axes-là. Ouais, Parce que c'est ouais, 3 moteurs ouais, principaux du cerveau humain. La dopamine, donc réellement cette notion de j'ai pas de moyens, j'ai pas de ressources, je ne peux pas me faire plaisir. Du coup, les conséquences à court, moyen, long terme, et vraiment en noircissant, hein. Ma compagne ou mon compagnon va me quitter parce que je suis pauvre et j'en passe. Il faut vraiment être assez trash avec soi-même, hein. Ensuite, ouais. l'ocytocine, plus personne m'entoure, plus personne ne m'aime, ma famille est déçue de moi. Et pareil, la sérotonine, j'ai rien accompli, personne ne me respecte, je ne suis pas un modèle pour mes enfants. On peut se dire ça. Et en fait, en créant ça, on va créer une vision terne des choses et le cerveau va se projeter dedans en disant OK, si tu passes Mm. pas à l'action maintenant, par rapport à ce projet-là, voilà ce qui t'attend. Donc, tu as 2 choix. Soit effectivement, tu passes pas à l'action et tu assumes les conséquences, soit tu passes à l'action et tu corriges le tir. Il faut créer soi-même Intéressant, sa propre urgence. intéressant. Ouais, classer les enjeux, tout à fait. Les enjeux. Merci beaucoup. Merci. Bonne De rien, soirée à j'espère vous. Plaisir. t'avoir aidé. Mais effectivement, procrastiner pour se ressourcer, des fois, c'est une bonne chose. Tant qu'il y a pas vraiment, tant que ça ne te met pas en péril derrière, tu peux le faire. Merci. Alors, on peut prendre encore deux questions avant de clôturer ce webinaire. Très, 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 très intéressant, Jérémy. Là, tu nous as donné pas mal de choses intéressantes et je sais que c'est juste une petite fenêtre des programmes que tu proposes parce que là, du coup, tu rentres vraiment dans le détail sur Oui. l'approche neuroscientifique de la productivité. Euh, alors, on peut prendre encore une question. Il y a une petite main qui se lève ou éventuellement une question sur le chat. Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce que tu peux nous dire quelque chose un petit peu sur, Jérémy, sur tes programmes, juste pour nous donner une information un petit peu? Qu'est-ce qu'on trouve dans tes programmes là? Quelqu'un, par exemple, qui va venir et qui a envie un petit peu de développer ces concepts-là de productivité, d'anti-procrastination, qu'est-ce qu'il va concrètement trouver chez toi? Alors, C'est quoi ton approche? Parce que je sais que ton approche, elle est un peu spéciale, hein. On n'est pas dans les outils, on n'est pas dans les choses un petit peu qu'on voit un peu tous les jours sur LinkedIn. Toi, tu as une approche là, d'ailleurs, la dernière question, tu es parti sur une dimension un peu sur les neurotransmetteurs et tout ce que tu viens de dire, là, sur la partie vraiment cerveau. Quelqu'un qui rentre chez toi, qu'est-ce il va s'attendre à quoi et comment il travaille avec tes programmes? en fait, il y a réellement plusieurs programmes, mais comme on a pu le voir ensemble, j'aborde des sujets un peu pointus. Très clairement, c'est tous des sujets en fait où les experts qui évoluent dedans complexifient les choses constamment pour créer des barrières à l'entrée par rapport aux gens normaux, on va dire. Donc, le but de mes programmes, tout comme de mes contenus gratuits, c'est de donner accessible des informations très puissantes, très importantes, validées par la science, et non pas qui se basent sur du vent. Après, concrètement, Alors, comment ça se passe? alors, Jérémy, j'ouvre, puisque je te lance Vas-y, sur vas-y. la partie gratuite, là, je balance un petit peu le lien pour les personnes qui veulent Ouais, bien vraiment la sûr. partie gratuite de Jérémy. Là, je le mets sur le chat et je te laisse Ouais. finir. Vas-y. Là, je Ouais, en t'ai. fait, bah, justement, ce que partage Oussama, c'est une très bonne chose parce que j'aime rarement inviter les gens sur mes contenus payants comme ça. Parce qu'à nouveau, c'est une approche qui n'est pas traditionnelle, c'est une approche qui peut surprendre et qui également crée une barrière à l'entrée. Parce que je ne vends pas des outils magiques et je ne vends pas des pilules magiques où on claque des doigts et ça marche. Parce que ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Et j'aime bien effectivement avoir des portes d'entrée sur des, comme l'a partagé Oussama, des programmes d'initiation. Simplement, je présente un peu ma méthode par rapport à différentes thématiques. Et là, Oussama a partagé ma méthode par rapport à l'antiprocrastination. Donc là, simplement, c'est un programme qui est 100% gratuit. Si vous cliquez sur le lien, vous le verrez bien. Où je présente concrètement comment se passe la procrastination dans le cerveau humain et quels sont les premiers outils à mettre en place pour commencer à lutter contre la dualité
entre le système limbique dont on a parlé à plusieurs reprises et entre également le cortex préfrontal. Et après, je conclue également cette série, ça se passe sur 3 4 jours, par des actions plus concrètes à commencer à mettre en place dès à présent pour arrêter de procrastiner. Donc ça, réellement, pourquoi je veux que les gens passent par ce sas-là, on va dire, c'est pour voir si oui ou non déjà ils adhèrent à mes propos, à ma vision des choses et aux choses que je partage. Pour moi, c'est vraiment essentiel de travailler en toute transparence, pardon, et de ne pas promettre monts et merveilles, mais réellement un travail qui va demander une implication de votre part aussi. Parce qu'à nouveau, on n'est pas une pilule magique. Je sais que je répète ça souvent, mais c'est souvent ce que comment dire, promeuvent, promeuvent les autres. C'est vraiment l'outil miracle, l'outil magique, etc., qui fonctionne à coup sûr. Sauf qu'il fonctionne tellement à coup sûr qu'on change tous les 4 matins d'outil. Moi, je demande vraiment un travail qui va permettre de restructurer le cerveau humain et surtout, pour moi, le plus important, c'est que les gens deviennent responsables par rapport à leur comportement. Pour Mm. moi, c'est essentiel que les gens se responsabilisent et s'autonomisent. Parce que dans ce que je présente dans mes programmes, peu importe lequel, j'ai constamment la même ligne directrice qui est de faire comprendre le pourquoi on fonctionne comme ça. Pourquoi tel comportement fait que nous sommes fatigués au niveau physiologique? Pourquoi tel autre comportement fait que nous ne sommes pas concentrés? Pourquoi telle action fait que nous procrastinons? Comme ça, à l'avenir, si vous faites l'action en question, le comportement en question, et que vous procrastinez, vous saurez d'où ça vient. Après, deux possibilités. Soit vous agissez, soit vous continuez. Au moins, vous ne pourrez plus simplement dire, en fait, j'ai pas de chance. Ça dépend des autres. Je ne me suis pas levé du bon pied. C'est la faute de mes enfants. C'est la faute de l'État. J'entends trop souvent ça et j'avoue, j'en ai marre au quotidien d'entendre ça. En fait, littéralement, vos actions aujourd'hui, je sais que c'est responsabilisant de dire ça, j'en ai conscience, mais chacune de vos actions induit un résultat. Et en maîtrisant vos actions, vous allez maîtriser vos résultats. Donc à la fois, c'est responsabilisant, mais aussi c'est encourageant parce que vous maîtrisez tout de A à Z. Et Très réellement, c'est la intéressant. vocation que j'ai dans les programmes, c'est de vous faire maîtriser votre corps et votre cerveau en comprenant les rouages et les mécanismes qui se passent en fait en vous. Alors, une question par rapport justement à tes approches. Toi, tu prends par exemple une thématique et tu vas l'approfondir parce que là, on parlait tout à l'heure d'un aspect multidimensionnel, hein. Tu travailles sur la Ouais. partie cognition, émotionnelle, un peu nutritionnelle. Dans tes programmes, tu prends une dimension et tu vas la traiter en profondeur ou tu vas prendre plusieurs dimensions qu'on va retrouver dans le même programme. C'est comment elle est ton approche? Est-ce que les exercices que tu donnes vont toucher les différentes dimensions ou Vont ça toucher va les dimensions qu'il est nécessaire selon moi d'activer pour atteindre un résultat. d'accord, OK, Typiquement, sur antiprocrastination, le programme dont tu parles, je ne crois pas parler de nutrition. d'accord. Parce que pour moi, ça n'a pas sa place. C'est que des exercices Voilà, on est vraiment sur la concentration, pour sur la musculer le productivité, préfrontal, quoi. OK, complètement. On est à OK. 100% dedans. Par contre, j'ai un programme qui s'appelle Antifatigue où là, je parle vraiment de toutes les dimensions en lien avec la fatigue. L'idée, c'est pas de casser des choses pour casser des choses. Pour moi, Mmh. j'apporte, à nouveau, c'est le 20-80. Je vous donne l'essentiel des outils que j'ai pu tester, que j'ai pu valider par la science, que mes clients ont pu tester pour atteindre un résultat en particulier. Tout ce qui est OK, subsidiaire, pour moi, ça ne sert à rien, ça n'a pas sa place ici. Donc oui, effectivement, c'est une vision qui est globale, mais dans un cadre, très bien. tout simplement. OK, bah, c'est très, très intéressant ce que tu nous as partagé ce soir, Jérémy. C'est vraiment et j'ai envie même, de t'inviter à un autre webinaire, comme ça on développera d'autres thématiques. Tellement c'est riche et je pense Avec qu'il plaisir. y a pas mal de choses à dire là-dessus et d'ailleurs, tu dis pas mal de choses, ne serait-ce que sur ton podcast, la Neuroperformer. Il y a Mm. vraiment des choses vraiment très intéressantes pour les personnes qui veulent aller le trouver. Ben, vous pouvez taper sur, Bah, Google ou tu peux le partager si tu veux ouais, tout là. simplement, je vais me partager Voilà, carrément la chaîne YouTube maintenant parce que voilà, je filme mes podcasts maintenant et je fais apparaître à l'écran volontairement les études que je peux citer pour étayer mes propos. Donc, super. je vous partage ça. La chaîne est assez récente, hein. J'ai peu d'abonnés pour l'instant parce que mon principal canal reste le podcast. Ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais, ouais, Mais maintenant, les exactement. podcasts sont filmés. Hop, c'est juste maintenant précisé dans le chat. Je Bon, travaille. Ta, 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 ta. eh ben, très bien. Heu, tu tu veux répondre alors c'est une question ou c'est la gestion des émotions Bah tiens, je te aujourd'hui? lis à ça au haut, du coup, ça m'a que tout le monde puisse. Alors, j'ai eu un master en RH et maintenant je suis en première année de doctorat. Je travaille actuellement sur la gestion des émotions dans les métiers sur un sujet à incident émotionnel. J'aimerais bien savoir si vous avez des conseils ou des données qui peuvent m'aider à réaliser ma recherche, surtout que j'ai un background RH. D'accord, donc ça c'est plutôt tu cherches, Oumaima
des études ou des choses qui peuvent t'aider justement par rapport au sujet sur lequel tu travailles. Écoute, si tu as des choses à partager éventuellement, tu peux me les partager, Jérémy. Je reviendrai éventuellement vers. Après, gestion des émotions, j'avoue que j'ai Ouais. peu d'éléments, c'est pas ma zone d'expertise. Et j'ai beau réfléchir, je vois pas qui dans mon réseau pourrait t'aider à l'heure actuelle. Tac, tac, tac. Je réfléchis effectivement. Voilà, ou même si Hmm. je peux te donner un petit conseil sur la partie gestion des émotions, tu tapes intelligence émotionnelle sur Google, tu vas Daniel trouver Goleman, notamment, oui. pléthore, voilà, tu vas trouver pléthore d'études et de recherches qui ont vraiment développé le sujet de l'intelligence émotionnelle et surtout sur des aspects vraiment très cadrés avec des modèles bien précis et surtout de Daniel Goleman qui parle sur la régulation des émotions, sur Hmm. pas mal de choses qui peuvent vraiment t'intéresser. Donc ça, tu trouves ça sur Internet. Vraiment, il y a pas mal de choses là-dessus. Bon, bah, écoutez, pas mal tout ça. Donc, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle soirée. Et puis, pour le replay, je reviendrai certainement avec un lien. Comme ça, vous pouvez écouter tout ça à tête reposée. Et je vous mettrai en fait les liens pour aller chercher le monde merveilleux de Jérémy avec plein de belles choses. Donc, voilà. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne Excellent. soirée, merci pour votre présence. Et à Vraiment. très vite. À très vite. Salut Jérémy, on se recontacte plus tard. Yes, ça marche. Ciao, ciao.